Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité est Patrick Mouyaya, c'est le ministre de la Communication et des Médias de RDC. C'est aussi le porte-parole de son gouvernement. Bonjour Patrick Mouyaya. Bonjour, cher Marc. L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda a été signé il y a un an. Il y a eu ensuite la validation, entre guillemets, par les deux présidents avec le président Trump à Washington en décembre. Et un an plus tard, selon l'envoyé spécial de Donald Trump en Afrique, Massad Boulos, il a dit ceci au Conseil de sécurité de l'ONU. Le volet sécurité n'est pas appliqué ni par la RDC, ni par le Rwanda. Est-ce que vous acceptez son verdict ? Bon, écoutez, il a sûrement son opinion, mais c'est que je sais ce que nous sommes engagés depuis le premier jour. Je me permets de vous rappeler que c'est depuis juillet 2022 qu'on a commencé les discussions pour le retour de la paix dans l'Est. Souvenez-vous qu'en décembre 2024, nous étions à Luanda et vous avez vu qu'il n'est pas arrivé. Et vous avez vu la succession des événements début janvier avec notamment ces milliers de morts à la chute de Goma et puis des Bukavu plus tard. Donc ce n'est pas nous qui allons hésiter à donner tout ce que nous pouvons donner pour que nous puissions recouvrer la paix très rapidement. Ceci dit, même le jour même de la signature par les chefs d'État, le 4 décembre à Washington, vous saviez qu'il y avait une offensive militaire qui est partie de Butaram au Rwanda et qui a attaqué la ville d'Uvira le 10 décembre, 6 jours après la signature de l'accord. Uvira tombé. Souvenez-vous des propos tenus par l'ambassadeur américain Mike Waltz au Conseil de sécurité que vous mentionnez. Et là, il était évidemment clair que c'est le Rwanda qui perturbait les processus. Donc, depuis la signature, il n'y a jamais véritablement eu de volonté politique. Des deux côtés, selon les Américains. Je vais en arriver, parce que ce qui est bien, c'est que nous avons un médiateur au milieu. Nous avons identifié ce qu'on dit en anglais Names Area of Interest. On a identifié ensemble avec le Rwanda et les médiateurs américains les 6 zones où sont censés être ces FDLR. 5 que vous êtes de censé ces zones, neutraliser. je vais y arriver, 5 de ces zones sont sous contrôle du M23 et du Rwanda. Dans la première zone de ce que nous on a fait, on a procédé par la sensibilisation, parce que c'était une première étape, mais que par la suite, le rapport a été partagé au mécanisme conjoint du suivi de l'accord, novembre 2025. Je rappelle ici que les événements de Uvira ont perturbé justement même les réunions qui devraient se tenir depuis novembre 2025. La première réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité s'est tenue en février 2026. Et donc aujourd'hui, il est évident que si nous n'avons pas avancé dans la mise en œuvre de l'accord, même dans son volet sécuritaire, c'est essentiellement à cause des agissements du président rwandais et de ses différents fils dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a dit qu'il espérait un retrait des troupes rwandaises du territoire de votre pays d'ici la mi-juillet. Le ministre des Affaires étrangères rwandais a dit « Tant que la RDC ne neutralise pas les FDLR, ça ne se fera pas. » Mais c'est la même rengaine. Hein. Pour un petit rappel historique, cette question des FDLR a connu 4 chefs d'État en République démocratique du Congo. Mobutu, Kabila père, Kabila fils, et maintenant le président Tshisekedi. C'est un faux prétexte. Mais évidemment que c'est un faux prétexte, parce que c'est que nous disons, nous ne sommes pas les seuls à les dire. Il y a des rapports de Human Rights Watch, il y a des rapports du groupe d'experts des Nations Unies, il y a les services des renseignements de pays étrangers qui savent que même s'il existe des résidus de ces FDLR, ils ne représentent pas une menace pour le gouvernement rwandais, et cela ne justifie en rien cette agression criminelle avec tous ces milliers de morts. Et aujourd'hui, il y a une gouvernance par crime qui empêche même aux Congolais de célébrer la qualification à la 16e phase finale de la Coupe du Monde. Je vais vous dire, l'horreur, la barbarie, mais tout ça pour couvrir le processus de pillage. Combien de soldats rwandais actuellement, selon vos informations, sur votre sol ? Bon, écoutez, je ne saurais pas vous donner des statistiques, mais dans ce que nous savons, si vous regardez les opérations qui ont été faites depuis janvier, on a un minimum de 10 000 hommes qui sont impliqués, et d'ailleurs, qui sont régulièrement, même là, on parlera sur mode Ebola, mais qui sont régulièrement redéployés parce qu'il y a une stratégie délibérée, décidée par les présidents rwandais, d'occuper cette partie du territoire national par la violence. Vous avez déposé le 26 juin une requête auprès de la Cour internationale de justice
contre le Rwanda, l'accusant de mener, je cite, une campagne génocidaire dans l'Est depuis 1996. Eux, ils disent que c'est une simple manœuvre et que c'est vous, votre gouvernement, qui mène une campagne génocidaire contre les Tutsis congolais. Alors en parlant de manœuvre, peut-être que c'est devant la Cour internationale de justice qu'ils devront, eux, s'expliquer. Mais observez avec moi, cher Marc, que ce qui est dit ici, ce n'est pas simplement le gouvernement congolais qui l'est dit. Il y a des rapports depuis 30 ans qui sont documentés. On va regarder les rapports mapping des Nations Unies, les différents rapports qui documentent les activités criminelles que seul le Rwanda n'est pas. De toute évidence, c'est l'empire du mensonge. Il ne faut pas attendre du Rwanda qu'il reconnaisse la vérité sur ses actes criminels. Mais ceci dit, nous avons un front judiciaire. Parce qu'au-delà du fait que nous sommes engagés pour la paix, mais nous devons nous assurer d'autre part qu'il n'y ait plus jamais de répétition de ces crimes. À la Cour internationale de justice, c'est le Rwanda comme pays, mais n'oubliez pas qu'il y a une commission d'enquête internationale qui est sortie de Human Rights Council à Genève, le Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui enquête depuis janvier 2022, parce que pour nous, il faut à la fois que le Rwanda paye comme pays, mais il faut que tous les complices, dont les différents fils du président Kagame, qui opèrent en toute illégalité, dans toute la criminalité, répondent de leurs actes. C'est à ces prix que nous pourrons parvenir à une paix définitive dans cette partie du pays, avec une garantie, s'il vous plaît, de non-répétition de ces actes d'agression. Il y a eu plusieurs batteries de sanctions américaines contre le Rwanda, contre son armée, il y a quelques jours contre une raffinerie d'or, la seule du pays. Est-ce que vous espérez que les Américains vont aller jusqu'à sanctionner Paul Kagame? Mais écoutez, nous avions suivi tous Mike Waltz, je l'ai mentionné tout à l'heure, déjà en décembre dernier, il disait que les Américains utiliseront tous les leviers qui sont à leur disposition pour s'assurer que les engagements pris devant leur président soient respectés. Et d'ailleurs, pour certains, on s'est posé bien des questions, parce que lorsque nous avons entériné l'accord en décembre 2025, pour toutes nos populations dans l'Est, on pensait que la paix, c'était les lendemains. Et donc, tout le temps que ça prend, je crois qu'aujourd'hui, les Américains sont, à certains égards d'ailleurs, diplomates, parce qu'ils auraient pu aller plus fort, parce que... Contre Paul Kagame. Mais évidemment, malgré l'accord qui a été signé, je ne voudrais pas parler de nos propres rapports, mais si vous lisez les récents rapports de Human Rights Watch, des violences faites aux femmes, des recrutements des enfants, c'est toutes les horreurs qui sont commises à la face du monde. Et seuls, malheureusement, les États-Unis peuvent avoir les leviers qui permettent au Rwanda de quitter la... Évidemment, les Américains peuvent aller plus loin. Parce que regardez, nous avons un impératif de paix. C'est des millions et des millions de compatriotes qui croupissent dans les crimes. Et nous avons, malheureusement, l'épidémie d'Ebola, on y revient, dans la région, avec des supplétifs qui n'ont aucune expertise dans la gestion d'une telle crise. Vous voyez que pour nous, il est urgent que les Américains utilisent des leviers supplémentaires pour permettre au Rwanda de respecter la signature que leur président a apposée en face du président américain et qui a été saluée par le monde entier par ailleurs. Vous avez parlé d'Ebola à plusieurs reprises. L'épidémie a fait au moins 360 morts. On annonce qu'elle va désormais aussi être étendue. Elle s'est étendue à une 4e province, le Haut-Eloué. L'Organisation mondiale de la santé anticipe plus de 8000 cas et de 1400 décès. Le gouvernement a été accusé d'être à la ramasse, si je peux dire, d'avoir réagi trop tard, trop peu. Est-ce que vous acceptez cette critique et qu'est-ce que vous faites? Écoutez, l'OMS elle-même a dit que nous avions une riposte très robuste. N'oubliez pas que... bon, après, ça dépend. Je ne voudrais pas aller dans ces débats, mais nous avons réagi très rapidement dans le timing prévu par les spécialistes en épidémiologie dès que le premier cas a été rapporté. N'oubliez pas qu'au début de cette maladie, la souche dont on parle n'est pas la souche la plus connue. Je rappelle que la République démocratique du Congo, pour la souche Bundibugyo et pour la souche plutôt Zaïre, nous avons une expertise mondiale. Les traitements, il est congolais, le vaccin aussi. Et donc pour cette épidémie, pour cette souche, il n'y en a pas, et la manifestation des symptômes ne ressemble pas directement à Ebola. C'est des céphalées, c'est des symptômes qui représentent à la grippe, à la malaria ou à la diarrhée. Donc il y a eu une difficulté au début dans la communauté de reconnaître la virilité de la maladie. Ceci dit, dès que nous avons déclaré l'épidémie, tout a été mis en place. Et aujourd'hui, nous travaillons avec l'OMS, nous travaillons avec Africa CDC, et même le chiffre que vous donnez, qui sont donnés par nos services, ni Africa CDC, ni l'OMS ne peut contrecarrer ces chiffres. Pour revenir sur le cas dont vous avez parlé dans le Haut-Uélé, ce sont des personnes contaminées
en Ituri, l'épicentre qui s'était rendu dans la province voisine. Mais comment on les a trouvés? C'est justement parce qu'aujourd'hui, les mécanismes de surveillance épidémiologique, le suivi de contact évoluent plutôt bien et ce sont des cas qui ne peuvent pas être comptabilisés comme des nouvelles contaminations qu'il y a eu dans la province de Haut-Uélé, mais c'est des cas qui ont déjà été connus et répertoriés par le CITREP, donc le rapport que nous faisons de manière régulière. Est-ce que le pic est là? C'est ça que les gens veulent savoir. Les spécialistes vous diront en fonction de l'évolution des chiffres, dès que, évidemment, il faut faire des statistiques. On sait aujourd'hui, par exemple, qu'il y a une composante importante dans les traitements de cette maladie, c'est la sensibilisation. Nous avons été sur place. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la maladie, ce qui fait que lorsque vous connaissez tôt vos symptômes, vous allez à l'hôpital. Beaucoup des guéris, il y a une centaine des guéris, peut-être qu'il faut qu'on en parle aussi. Et les présidents de la République y veillent personnellement et quotidiennement. Et donc vous estimez que d'ici quelques semaines, l'épidémie sera sous contrôle? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous, quotidiennement, nous travaillons à à couper toutes les chaînes de transmission et à donner les traitements à tout ce que nous répertorions. Ça me donne l'occasion de revenir sur le cas, malheureusement, qui est arrivé ici en France. Il s'agissait d'un médecin qui opérait en plein cœur de l'épidémie. C'était un médecin qui travaillait dans la réanimation. Je dois dire ici, cher Marc, que Covid est très différent d'Ebola. Ebola ne se contamine pas par aérosol. Les personnes les plus exposées, ce sont les médecins et ce sont les personnes qui restent dans la proximité des malades et donc qui sont en contact de leurs sécrétions. Et donc, si aujourd'hui nous avançons par exemple dans les traitements, c'est parce que les populations ont compris que lorsque vous avez quelqu'un qui présente des symptômes, amenez-les à l'hôpital. Et nous, gouvernement, nous avons décidé que tous les soins de santé dans la province de l'Ituri seraient pris en charge par les gouvernements. Comme ça, dès qu'il y a le moindre cas, mal de tête, diarrhée ou des symptômes, tout le monde va à l'hôpital. Et ce n'est que de cette manière que, évidemment, avec la dynamique qu'on a mobilisée, qu'on pourra venir à bout de cette épidémie. Patrick Mouyaya, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir suivi cette émission sur nos antennes.